téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et bienvenue sur les antennes de groupe Numa Media émettant de Kagbelen Tatagi Post. Et surtout, merci de choisir nos programmes et bienvenue dans ce premier JT du week-end de notre maison dont voici les principaux titres. Saison de pluie en Guinée, gros plan sur le quotidien des populations à la base et sur les conséquences de ces fortes précipitations qui impactent Conakry et ses environs. Repos biologique et rareté de poissons dans les marchés du Grand Conakry, le point complet de la rédaction de Numa Media de 7 sur 7 épineuses questions qui divisent consommateurs, distributeurs et décideurs. Remaniement partiel du gouvernement et cérémonie de passation de services dans les différents départements ministériels concernés. Portrait croisé et questions, qui sont ces femmes ministres qui ont pour rôle d'insuffler du sang neuf à la nouvelle équipe gouvernementale. Et puis Oscar, un chien policier malinois, fait sensation dans les rues de Conakry. Vous aurez donc les vidéos et les images croustillantes dans cette édition spéciale de Numa Media. Et puis enfin, terminons ce JT du week-end en allant à la rencontre et à la découverte de ces citoyens engagés dans le développement de leur communauté. Ces derniers temps, beaucoup de pluies sont tombées sur Conakry et ses environs. On vous le disait en début d'émission. Comment les Guinéens vivent cette saison des pluies? Quel est leur quotidien? Voici le reportage de Mamadou Lamarana Baldé, de DJ Bichot et puis de Kerfa Lassouma. C'est sous une pluie battante que l'équipe du groupe Numa Media a promené son micro dans quelques quartiers du Grand Conakry. Ici, à seulement quelques mètres du pont Paul Kagame de Kagbelen, nous rencontrons des jeunes autour d'un vendeur de café. Et apparemment, malgré la pluie, les affaires sont plutôt bonnes. Des fois, si c'est pour les événements, il y a quelqu'un qui a acheté Lipton, il y a quelqu'un qui a acheté Nescafé, comme lait, citron, tout dedans, quoi. Comme il y a pour les événements, c'est un peu fatigable, quoi. Pour ces jeunes clients qui exercent dans le secteur informel, qu'il pleuve ou qu'il vente, rien ne les empêche d'évacuer normalement à leurs activités. Moi, je suis chauffeur poids lourd. S'il y a beaucoup de pluie, là-bas, on va garer, mais petit à petit, si aussi la pluie, c'est pas beaucoup, on peut aller. Tout le monde n'a qu'à prendre leurs dispositions de travailler très bien, parce que c'est très important. Si tu peux, tu travailles. Tu ne peux pas aussi te garer. Vous voyez, il y a beaucoup de l'eau. Ça pleut beaucoup, oui. Même temps, même détermination chez Abdullah, un jeune chauffeur de taxi venu se réchauffer autour du vendeur de café. Moi, j'aime la saison pluie beaucoup même. En tant que tu cherches l'argent, perdre là, tu vas te courager à ça, quoi. Ça, ce n'est rien. Parce que c'est là-bas que tu gagnes, quoi. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est de se courager, prendre courage. Saison, c'est tout. Moi, je donne ça conseil à tout le monde, surtout nous les jeunes en ce moment, quoi. Petit changement de décor, nous croisons une habitante de la haute banlieue de Conakry qui profite d'une petite embellie pour regagner la maison en cette fin de journée pluvieuse. Moi, j'aime la pluie quand même, mais seulement il y a la saleté, parce que s'il pleut, les caniveaux là sont remplis de saleté, quoi. Donc j'ai peur de sortir, il ne faut pas que l'eau va m'envoyer. Moi en tout cas, si ce n'est pas aujourd'hui là, donc moi je porte les pantalons et les pleuveurs pour me protéger. Tous les secteurs sont quasiment affectés par ces grosses averses qui empiètent sur le bon déroulement de certaines activités. C'est à l'image des vendeurs aux abords des marchés, des conducteurs de moto-taxi ou encore des chauffeurs interurbains. La plupart, quand il y a la pluie seulement, les chauffeurs vont garer. Nous, les syndicats, on a essayé de dire vraiment concentrez-vous. Il y en a qui profitent d'aller parce qu'ils sont obligés d'envoyer. S'il y a 2-3 personnes passagers ou 4 personnes, il faut l'envoyer. En dépit d'une météo peu clémente et changeante, les Guinéens rencontrés semblent plutôt accueillir la saison. Il revient aux autorités de mettre tout en œuvre pour éviter tout risque lié à des grosses pluies qui s'abattent sur Conakry et les villes de l'intérieur du pays. Encore saison de pluie, nous allons toujours rester dans cette saison hivernale avec ces habitants de Kagbelen village dans la commune de Kagbelen qui vivent dans l'inquiétude des impacts de foudre qui endommagent leurs biens de maison et leurs équipements.
Nous avons fait un déplacement sur ce site. Nous vous invitons donc à suivre ce reportage complet rendu en studio ici. Le ciel s'assombrit, la pluie s'annonce et avec elle, la peur s'installe. Dans un secteur de Kabylie Village, plusieurs familles vivent depuis maintenant quelques années dans la crainte des impacts de foudre. Selon les habitants, les décharges électriques causent d'importants dégâts. Téléviseurs hors d'usage, moteurs de forage endommagés, ampoules grillées et plusieurs autres appareils électroménagers détruits après chaque épisode orageux. Dès que la saison pluie tombe, le dégât est commencé ici. Donc ça a brûlé la maison ici, les ampoules, les contacts, les prises. Mais il y en a beaucoup, on ne parle même pas. Il y a appareil des choses, le fourrage, ils ont brûlé tout. Au cœur des préoccupations des riverains, une antenne d'une société téléphonique. Un pylône installé dans une cour, pourtant inactif depuis de longues années. Tous ces problèmes-là, c'est avec cette antenne. Vu que l'antenne est là, c'est pour cela que ces problèmes-là arrivent. Donc nous demandons les autorités locales qui sont là de revenir à l'aide afin que cette antenne soit déplacée. Si jusqu'à présent aucune perte en vie humaine n'est enregistrée, force est de reconnaître que les dégâts matériels s'accumulent de saison en saison. Pour l'heure, les nombreuses familles de Kabylie Village rencontrées sur place appellent à l'aide pour la délocalisation de cette antenne. On demande au chef de quartier et au niveau pour venir nous aider ici avec le problème de l'antenne ici. Parce que franchement, ça nous fatigue énormément. Chaque année, c'est comme ça. Et pour l'année là, nous risquons aussi qu'on gagne des pertes aussi, quoi. Parce qu'avec cette faute-là, non, vraiment, on a peur de ça, quoi. À Kabylie Village, les citoyens vivent entre peur d'une éventuelle frappe de foudre et la destruction de leurs biens. SOS. Nous allons toujours rester avec justement cette saison hivernale. Vous le savez, beaucoup de pluies sont tombées sur Conakry et ses environs. Beaucoup de quartiers également ont été inondés. Notre équipe de reporters a fait le constat sur les différents sites. Reportage. Des caniveaux pleins d'eau de ruissellement, des lieux de travail inondés, c'est le constat qui se dégage après les fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry. Au quartier Grand Moulin, dans la commune urbaine de Kagbeleng, les pluies diluviennes ont affecté les activités quotidiennes des citoyens. Depuis hier nuit, la pluie avait commencé. Donc on est venu ce matin, on a trouvé toujours la pluie continue. Donc durant toute la journée d'aujourd'hui, non seulement nous on n'aura pas de clients pour faire rentrer, non seulement notre vente aujourd'hui c'est à baisser aujourd'hui parce qu'on n'aura pas de clients compte tenu de la pluie. La pluie vient, nous aussi on ne pourrait pas sortir sous la pluie là, parce qu'à l'air là, si la pluie vient, les enfants ne peuvent pas sortir. Certaines personnes peuvent mourir sous la pluie là. C'est pour cela que nous aussi nous sommes restés là jusqu'à la pluie va se calmer. Après le quartier Grand Moulin, l'équipe du groupe Nyuma Media s'est rendue à Tobolon. Dans cet autre quartier de la commune de Kagbeleng, là, les citoyens sont partagés entre peur et inquiétude. L'eau n'a pas eu là où passer, l'eau rentrait dans notre domicile. L'eau rentrait jusqu'à dans ma chambre. Oui, c'est la première fois dans l'histoire quand même. C'est la première fois. Au terme de cette tournée, le constat est préoccupant. À Kagbeleng, les fortes pluies perturbent le quotidien des habitants qui appellent à des solutions durables pour prévenir des risques d'inondation. Une découverte macabre a plongé les habitants de Kassonia dans la commune de Manéa dans le mois. Le corps d'un homme âgé d'une trentaine d'années a été repêché des eaux de cette localité par des pêcheurs qui étaient venus pour travailler. Suivez ce reportage rendu en plateau par Lafti Fatibari. La scène s'est passée dans le secteur d'Ouensi, quartier Kassonia, commune de Manéa. Ici, les habitants ont aperçu un corps qui dérive à la surface des eaux de la mer. Pris de court, ils récupèrent le corps à l'aide d'une pirogue. Le corps qui a été retrouvé, c'est grâce à nous. On était là où on travaille en saison de pluie. Notre père quittait à la pêche. Nous, on était au champ. Il est venu nous informer qu'il a vu un corps sans vie. Il nous a dit d'aller le récupérer. Il s'agit d'un homme de grand poids dont l'identité n'est pas connue,
Alerté à son tour, le chef de secteur s'est rendu sur les lieux pour constater la situation. Il explique comment il a été informé du drame. Je suis allé au champ pour travailler. Le jeune frère de mon père est parti pêcher. C'est lui qui est venu me dire qu'il a trouvé un corps à la mer. Il a dit qu'il l'a attaché quelque part. C'est pourquoi moi-même j'ai décidé d'aller voir. Mais cette découverte ne serait pas une première à Kassonya. Selon le conseiller du bureau du quartier, d'autres corps sans vie auraient déjà été retrouvés dans cette zone par le passé. À chaque fois, la situation comme ça se pose parce que le corps là où il tombe, c'est pas où il va remonter. Il va aller dans une autre île pour remonter. Mais quand on a reçu les corps, on est obligé de s'occuper. Chaque fois, les corps quittent en haute mer, on vient les réceptionner. Des fois, on a des informations sur eux. Des fois, on l'enterre. Après, les parents viennent expliquer que c'était leurs parents. Pour l'heure, ni l'identité de la victime, ni les circonstances de son décès ne sont élucidées. À Kassonya, cette découverte vient raviver l'inquiétude des habitants, particulièrement en cette saison des pluies où les eaux deviennent plus difficiles à surveiller. Repos biologique, on en parle dans ce JT de week-end sur les antennes du groupe Nyuma Media. Cette période de repos instaurée surtout par le ministère de la Pêche et de l'économie numérique depuis le 1er juillet pour permettre la régénération des ressources halieutiques pour limiter son impact sur la population. Le ministère de la Pêche a affirmé pourtant avoir mis à la disposition des distributeurs des stockages de poissons très importants peu avant le début de cette mesure. Pourtant, sur les marchés, les vendeuses et les consommateurs dénoncent une flambée des prix et surtout des raretés de poissons sur le marché. Suivi ce reportage de Bontourabi Bangoura. Au marché de Sanoya, kilomètre 36, de Kagbele, de Fassia, de Tobolon ou encore au grand centre de poissons des Kenyans, le constat et les discours sont presque les mêmes. Le poisson se fait de plus en plus rare, les prix sont exorbitants et grimpent. Depuis le début du repos biologique le 1er juillet dernier, plusieurs étals sont presque vides. Ici, les consommateurs négocient le coût et répartent souvent avec moins de poissons que prévu. Le poisson, quand même, on n'en a pas au marché. Parce que le poisson qu'on vendait à 20 000, actuellement, c'est à 50 000. Allez, là, nous, on ne mange pas le poisson. Si tu n'as pas 100 000 francs, pour la somme de 1 kilo, tu ne manges pas. Les vendeuses rencontrées par notre équipe se défendent et parlent de difficultés d'approvisionnement, de hausse de prix et certaines mettent en cause la qualité même du poisson fourni. Au grand marché du poisson de Kenya, plus précisément au siège de l'association des femmes marieuses de Guinée, l'atmosphère est morose et sa vice-présidente est catégorique. Elle ne dispose d'aucun stock et n'ont été associés à aucune opération de distribution. Ça peut-être ça c'était dit, mais nous on n'a jamais reçu quelque chose. Ils ont l'habitude de le faire, mais cette année on n'a pas reçu. Le ministère de la Pêche et de l'économie maritime informe l'ensemble des acteurs du secteur et la population que la campagne de repos biologique 2026 est officiellement ouverte du 1er juillet au 31 août 2026. La pêche artisanale demeure autorisée afin d'assurer l'approvisionnement régulier des marchés en produits halieutiques. Pour préserver le pouvoir d'achat des ménages, le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la disponibilité des produits halieutiques sur le marché. À cette occasion, par ailleurs, Hadja Mamadi Tal invite les autorités à revenir sur leurs habitudes afin de leur permettre de bien servir la population. Le message qu'on va lancer au niveau du gouvernement, nous aimerons bien faire notre travail, comme on en a l'habitude de le faire. On a organisé ça comme ils en ont l'habitude de le faire. Cette année, ça n'a pas été organisé, à vrai dire. Une situation qui contraste avec les déclarations du ministère de la Pêche et de l'économie maritime
qui assurait avoir anticipé et doté plusieurs centres pour approvisionner les marchés et soulager les ménages. En attendant, au ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, les personnes sollicitées par notre rédaction n'ont pas daigné s'exprimer sur le sujet sans l'approbation de leur hiérarchie. Faire de Kagbélé la commune la plus propre du Grand Conakry est l'ambition affichée par les nouvelles autorités communales de Kagbélé. D'ailleurs, lors de sa toute première sortie sur le terrain, le maire Sonamadi Doumbouya était accompagné par une forte délégation technique des balayeurs et balayeuses et de beaucoup d'autres éléments de la commune et même de la population de Kagbélé. Nous étions sur les pas de Sonamadi Doumbouya pour cette première journée d'opération d'assainissement dans la commune de Kagbélé. Suivez. Balai à main, tas d'ordures progressivement évacués. Dès les premières heures de ce samedi 25 juillet, plusieurs artères de la commune de Kagbélé ont été nettoyées par des femmes massivement mobilisées et engagées à lutter contre l'insalubrité dans leur localité. Ça nous encourage parce que la salubrité n'est pas bon. Et généralement, Mamadi Doumbouya nous a dit de rendre propre la ville, toute la ville, surtout nous, surtout les Kagbélé. Donc de cela, j'ai mobilisé les femmes pour faire assainissement ce matin, le samedi là. Pour le maire, cette première journée d'assainissement marque le lancement officiel d'un vaste programme destiné à améliorer non seulement le cadre de vie des habitants de la commune, mais aussi et surtout faire de Kagbélé une référence en matière de salubrité publique. Quand le gouvernement fait un programme, nous, les autorités locales, il faut qu'on applique à la lettre. C'est la raison pour laquelle on a pris la population aujourd'hui de sortir massivement, assainir notre commune. Parmi les communes, nous voulons que notre commune soit la commune la plus propre parmi les autres communes. Abordant dans le même sens et pour une meilleure gestion des déchets, le premier vice-maire a exhorté ses citoyens à s'abonner au PME de collecte et de ramassage d'ordures. Il faut sensibiliser la population par rapport à la gestion même des déchets. Parce que rien ne sert de venir ramasser, mais il faut savoir gérer. Donc notre première mission, c'est d'abord de sensibiliser la population afin de savoir gérer, de s'abonner au PME. Parce que tous les 14 quartiers sont des quartiers où il y a des PME. Donc nous les invitons à s'abonner au PME. Cette opération coordonnée est pilotée sur le terrain par les équipes techniques du service d'assainissement de la mairie rassure sur la pérennité de la collecte et de leur réelle volonté à faire de cette journée le point de départ vers un environnement propre. Il est instruit à toutes les femmes balayeuses chaque samedi de se retrouver sous le pont parce que le pont est la vitrine de la commune urbaine de Kagbélé, de rendre propre et de balayer. Espérons que cette première sortie du maire Sonamadi Doumbouya et de toute son équipe permette à la belle cité de Kagbélé d'être complètement débarrassée de toutes ces ordures et où il fait bon vivre. À la suite du dernier remaniement partiel du gouvernement par décret présidentiel, tous les ministres ont été officiellement installés dans ce reportage. Vous aurez des portraits croisés de ces 6 femmes membres du gouvernement qui ont pour rôle d'insuffler du sang neuf à la nouvelle équipe gouvernementale. Portrait croisé signé Bontoura Bibangora. La Guinéenne. À la faveur du dernier remaniement partiel du gouvernement, plusieurs femmes accèdent à de nouvelles responsabilités ou changent de portefeuille ministériel. Bintou Keïta, Kenabou Touré, Aminata Kaba, Fatima Kamara, Haïté Sall et Yami Diallo figurent parmi les principales personnalités féminines de cette nouvelle équipe gouvernementale. Promue le 27 juillet 2026, Bintou Keïta, âgée de 68 ans, a officiellement pris fonction 2 jours après à la tête du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle succède à Alpha Bakar Barry. Diplomate chevronnée, elle a consacré plus de 3 décennies de sa carrière aux Nations Unies. Entrée à l'UNICEF en 1989, elle occupe plusieurs fonctions de direction.
Son parcours est également marqué par son rôle dans la riposte contre l'épidémie Ebola en Sierra Leone. Ses responsabilités de sous-secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique et la direction de la MONUSCO en République démocratique du Congo jusqu'à la fin du mois de novembre 2025. Son arrivée au ministère de l'Éducation suscite de nombreuses attentes. Son expérience dans la gestion d'institutions internationales et des crises complexes pourrait constituer un atout dans un secteur confronté à d'importants défis de gouvernance, de qualité de l'enseignement et de la formation des jeunes. Pionnière dans l'âme, Madame Guénabou Touré, avant sa nomination à la tête du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, est la première à diriger la direction des élections. Avec cette promotion, elle devient encore la première femme de l'histoire de la Guinée à occuper ce département stratégique, chargé notamment de l'organisation des élections, du fonctionnement des collectivités locales et du dialogue avec les acteurs politiques. Son expérience dans la gestion des processus électoraux devrait être particulièrement observée dans un contexte où la question de gouvernance locale et d'organisation des scrutins demeure au cœur des attentes. Madame Jami Diallo, jusqu'ici ministre de l'Environnement et du Développement durable, la ministre Jami hérite désormais du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle remplace Dr Diaka Sidibé, appelée à exercer les fonctions de conseillère. Cette nouvelle responsabilité l'amène à piloter un secteur stratégique pour le développement du capital humain, où les attentes portent notamment sur la qualité de la formation, la recherche scientifique et l'employabilité des diplômés. Aminata Kaba, une habituée des hautes fonctions, présente dans plusieurs gouvernements depuis 2021, elle fait partie des personnalités les plus expérimentées de cette nouvelle équipe dirigeante. Avant d'occuper le portefeuille du ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités, son parcours ministériel est marqué par plusieurs départements, notamment le ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, de l'information et de la communication, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que de l'agriculture. Femme de terrain et de conviction, sa polyvalence et sa capacité d'adaptation constituent quelques-uns de ses principaux atouts. Son nouveau portefeuille l'amènera toutefois à répondre à des enjeux sociaux majeurs, notamment la protection des femmes, la solidarité nationale et la promotion de la famille. Juriste et gestionnaire, ancienne membre du Conseil national de la transition, Fatima Camara retrouve son ancien département lors du dernier décret présidentiel. Avant son départ du ministère de la Pêche en juillet 2025 pour le ministère du Commerce, où elle exerce pendant 6 mois, et le ministère de l'Industrie et du Commerce pendant 5 mois, la nouvelle ministre de la Pêche et de l'Économie maritime fait un retour très marqué et promoteur à la maison. Haïté Sall, son ascension institutionnelle s'appuie sur un parcours éprouvé au cœur de l'administration sanitaire guinéenne. Avant d'être à la tête de ce ministère, elle était d'abord chef de cabinet, puis secrétaire générale. En tant que numéro 2 du ministère, elle a piloté la gestion quotidienne des services, la mise en œuvre des réformes structurelles, ainsi que les relations stratégiques avec les partenaires techniques et financiers internationaux, OMS, UNICEF, Banque mondiale. Au-delà des parcours individuels, avant d'être nommée ministre de l'économie, des finances et du budget,
Mariam Siré Silla a occupé le poste de ministre de l'Agriculture de juillet 2025 à février 2026. Appelée à la tête de ce département stratégique dans un contexte marqué par la volonté de moderniser les filières agricoles, de renforcer la productivité et de promouvoir les investissements dans le secteur rural. En février 2026, elle a été promue ministre de l'économie, des finances et du budget, un portefeuille issu du regroupement des départements de l'économie et des finances et du budget. Elle succède ainsi à Mourana Souma et à Fassine Silla. Cette nouvelle configuration gouvernementale met en lumière des profils issus de la haute fonction publique, de l'administration et d'institutions nationales ou internationales. Si leurs expériences sont diverses, leur principal défi reste le même: transformer leurs compétences en résultats concrets au bénéfice des populations guinéennes. Religion dans ce JT du week-end du groupe Nyuma Média, Khalifa Fassine Touré, philanthrope et grande figure religieuse de la commune de Kagbélé, vient d'organiser avec sa fondation une cérémonie de collecte de fonds pour la construction d'une mosquée à Kagbélé-Nkororé. Suivez ce reportage. Initié par Khalifa Fassine Touré, président de la fondation Al-Hadou Milaï Kassira, cette rencontre était placée sous le signe de la foi et de la solidarité. Je suis venue ici pour honorer l'appel d'une ambassadrice par notre calife. Nous sommes vers Kagbélé ici, c'est parce qu'il a construit cette mosquée pour que les gens contribuent pour la finition de cette mosquée. Il m'a choisi comme invité d'honneur, je suis là pour ça. L'appel que je lance à la population guinéenne, qu'on donne la main pour pouvoir développer notre pays dans la paix et dans la quiétude sociale. Après la prière d'Asr, les premiers invités arrivent progressivement sur les lieux. Autorités religieuses et responsables administratifs prennent place dans une ambiance empreinte de spiritualité. Une initiative saluée par de nombreux invités. Après l'installation des invités, à 17h45, la cérémonie de collecte de fonds est ouverte par les invocations d'Allah, suivie de la présentation des différentes personnalités. Si on est musulman et qu'on veut faire une mosquée, quel qu'en soit ce que tu as, tu seras content de venir participer dedans. Si on invite Dr Makale ou bien un des membres du Dr Makale Traoré, c'est purement social aujourd'hui qu'on est venu pour aider les gens qui sont là pour faire le quête pour la mosquée. Mbara nyala ka nyama malam fera be nyama malam ka be to yamin nam ma fema ala ko mo gano fa ala ka bangira walde mo ko leti ne na ko lida tim fe na barra famma dan de yo mama mun no man kan fala de afre na fulu ka sabi na kan so 21 millions 800 nan so ba fera do o sera mo fa man kan tongo de mo ka sa yi bom man fe matériel na kan fa kai ina mato ton kire no tagi na barra fa timanna me yi fa sarde man fere na fa mbargo na na be tol na fa mo na fa na o bena lo mo na ka e barra fa tol fi moma. Après cette étape, la lecture du Saint-Coran renforce le caractère solennel de l'événement. Parmi les autorités présentes figure notamment le secrétaire général des affaires religieuses de la préfecture de Forêt-Caria, qui se réjouit de l'engagement des fidèles autour de ce projet. À l'issue de la réception des enveloppes des invités, plus de 21 millions de francs guinéens sont mobilisés grâce aux contributions des participants. Une somme qui permettra de donner un nouvel élan aux travaux de construction. Les responsables de la mosquée expriment leur reconnaissance envers tous les donateurs. Au-delà des montants recueillis, certains invités ont offert des agrégats nécessaires à la finalisation des travaux, des chargements de granit, du sable et des tôles, d'une valeur de 41 millions. Un engagement collectif par Fils Abilillah dans l'espoir de contribuer au développement communautaire et religieux. Des vidéos certainement qui vont faire sensation. C'est le gros scoop de cette édition du JT du week-end sur les antennes du groupe Nyuma Média. Les vidéos de Oscar, un chien policier malinois. Oscar est bien sûr dressé par des jeunes Guinéens. Ensemble, découvrons ces images qui ont été tournées par Kerfala Nyuma FM Souma, Elhadji Alpha Ibrahima Diallo et DJ Bichot. Suivez. Un geste, une consigne, et Oscar, le chien policier, exécute. Assis, debout ou en mouvement, l'animal répond aux instructions de son maître avec une étonnante facilité. Ici, les jeunes misent sur la complicité pour faire comprendre les exercices à leurs compagnons de quatre pattes.
Derrière cette apparente simplicité se cache un véritable travail d'apprentissage. Pour obtenir des résultats, le chien doit être régulièrement pris en charge et soumis à des exercices adaptés. Alimentation, hygiène, suivi d'entraînement de dressage. Le chien mange du poulet préparé avec du sel. Et si tu ne trouves pas ça, tu prépares du riz mélangé au corned beef. Et tu prends le temps de le laver, tu fais la vaccination. Un chien, il faut le dresser en lui parlant. Même si le chien est gros, il faut avoir le cœur pour l'attraper. Ce que je peux dire aux Guinéens, surtout les autorités, c'est les militaires qui doivent travailler avec les chiens. Parce que tout ce que tu me dis, Cette relation entre les jeunes dresseurs et les chiens ne se limite donc pas à l'obéissance. Au fil des exercices, ces jeunes transforment le dressage en véritable dialogue avec leurs chiens. Terminons ce JT du week-end avec de très belles vidéos, justement, avec des parcours inspirants. Ensemble, allons à la rencontre et à la découverte de Agnès Traoré. Agnès Traoré est une vendeuse de feuilles que nous avons découverte au marché de Sanoé à kilomètre 36. Suivez le reportage complet sur cette jeune femme qui inspire confiance, qui inspire respect et admiration avec ce rendu en studio de Néné Amibari. Lundi au marché de Sanoya, kilomètre 36. Ici, des femmes venues de divers horizons se donnent rendez-vous tous les jours pour écouler ou acheter des condiments de toutes sortes. Ça grouille, ça se bouscule, on a l'impression qu'il fait déjà jour. Il n'est pourtant que 4 heures du matin à peine au grand marché de 36. Entre klaxons de conducteurs qui cherchent à se frayer en chemin et discussions de vendeuses et acheteurs, nous trouvons Agnès Traoré. La trentaine révolue, Agnès est une maraîchère qui, au moins 2 fois par mois, vient vendre ici ses feuilles de patates. Nous sommes à 4 heures du matin. Nous sommes à 4 heures du matin. Nous sommes à 4 heures du matin. Momo min ma trabonde a fala fe mo hawo tofe ana wonu makiti li wandi manyande na na fama ne 22 erina o makiti li mané son arafir. Ce matin-là, Agnès est exactement arrivée sur les lieux à 4 heures du matin. Munue d'un petit seau noir qui lui sert de sac à main et d'un gros bagage de feuilles sur la tête, elle s'installe à sa place habituelle, toute heureuse, même si le sommeil se lit encore sur son visage. Mon mini na antima suba kay mas café sarmatide. Mantolo na menne. Suba kay kiri. Une homme 200 soto de 300 soto. Na fatama côté ra sende nan. Mais Agnès est une grande habituée des lieux. Après 3 heures de vente, sa recette journalière est estimée entre 200 à 300 000 francs guinéens. Nous retrouvons Agnès sur le chemin de retour. À la maison, elle aide ses petits-enfants chaque matin avant leur départ pour l'école.
petit changement de décor. Nous voilà à Dondo-le-Rouré, le potager loué par un groupe de femmes. Emetana awali woro pamayno ala wari sansi mu famma ye abirin kanamane mais soko freta ino awali fan amuna fain fan kono yefe alo mois de mars na kalima yemuna tikinye ku anu muta moto pompe munabe engrais sare woro dog bi fan na fan sare woro ni ha wali fi amne na sansi famma. De ces quelques difficultés qu'elle parvient à surmonter tant bien que mal, Agnès Traoré, par son courage et son sens de responsabilité, force, admiration et respect. Portrait et parcours inspirant, on va terminer ce JT du week-end sur les antennes du groupe Nyuma Media avec justement cette vidéo, ce parcours, ce portrait dressé par Thierno Mamoudou Bari et Baba Limou sur cette jeune soudeuse Jeanne Onivogui. C'est de bien elle qu'il s'agit, évolue dans le métier de la chaudronnerie et dans cette profession, elle est bien appréciée par ses apprenants. Suivez. C'est dans un environnement brillant fait de métaux, de chaleur, d'étincelles, de précision que nous avons découvert cette jeune fille soudeuse à Ketaya, non loin du poste de gendarmerie de la commune de Kagbele. Jeanne Koivogui, âgée seulement de 22 ans, passe le clair de ses journées dans cet atelier de soudure où la gente féminine est encore moins présente. En l'absence de chiffres officiels, on estime à 2,5% le nombre de celles qui optent pour le secteur de la chaudronnerie. Ambitieuse, l'apprentie soudeuse ne compte pas se limiter seulement à se faire une place, mais plutôt d'être un modèle d'engagement et de réussite pour les femmes et les jeunes. On donne le conseil que s'il n'y a pas de métier, n'a qu'à prendre un autre métier, même si c'est pas ça. Si tu travailles, c'est bon dans la vie. Malgré les préjugés et les stéréotypes, c'est à Massanta, sa ville natale, que Jeanne s'inscrit pour la première fois dans un centre spécialisé avant de rejoindre la capitale Conakry en 2021. Depuis, la passion ne la quitte plus. À force de courage et de discipline, Jeanne Koivogui se fait rapidement une place et son chef d'équipe décrit une jeune fille qui incarne le courage et la discipline. Depuis qu'elle est là, ça fait 4 ans. Elle est bien éduquée, elle a du respect envers les autres et elle travaille plus que les hommes des fois. Elle n'est pas paresseuse. Dans cet univers encore très masculin, le choix de Jeanne Koivogui fait de courage et de passion, force, respect et d'admiration. C'était tout pour ce premier numéro du JT du week-end diffusé sur les antennes du groupe Nyuma Media. Merci pour votre amabilité. Merci de nous avoir apporté votre soutien et votre considération pour ce premier JT du week-end. Merci donc à toute l'équipe technique qui m'a aidé à la présentation. Merci également à toute la rédaction mobilisée du groupe Nyuma Media. Nous espérons vous retrouver dans d'autres éditions du JT du week-end. Salut et à très bientôt.